Okay, welcome everyone, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Ryan Katrosian, je suis professeur adjoint à l'École d'études politiques ici à l'Université d'Ottawa et je suis un des coordinateurs du réseau d'économie politique internationale avec Chris Huggin et des autres collègues Jacqueline Best, puis Randy Jermaine Lincoln. Okay, on behalf of the International Political Economy Network, welcome to our second event of the year and our second lunchtime seminar of the year. Today's bilingual talk features Thomas Chiasson-Lebel, who Chris will introduce shortly. Puis avant la conférence, j'aimerais souligner notre prochain événement pour vous. Il aura lieu la semaine prochaine à 14h30 à FSS 5028 en haut. Ce sera un autre événement bilingue avec Anthony Amisel de l'Université de Montréal. J'ai un petit ordinateur que je peux passer. Finalement, je veux vous le souligner aussi que la meilleure façon de se tenir au courant des événements de IPEN, c'est de s'abonner à la newsletter de CIPS que tu peux faire sur le site web de CIPS. Puis, feel free to grab some food. There's some delicious food, maybe even thematically linked food to the talk. And now I'll hand it over to Chris to introduce. Yes, we're very lucky and very happy to have Thomas Chiasson-Lebel here. He's a SSHRC postdoctoral fellow at the Department of Latin American and Latino Studies at the University of California, Santa Cruz. And here, indeed, he'll be revisiting his doctoral work. He graduated in 2016 from Poli-Sci in York, and he'll be going over some of that work with us today. You can see the title, Class Struggles and Extractive Sector in Venezuela and Ecuador. He's currently looking, however, at the strategies of domestic conglomerates in Ecuador and Bolivia vis-a-vis the kind of left-wing state models that are in place these days. And without wasting any further time, I'll let Thomas take it away. Thank you. Merci Ryan, merci Chris, merci à l'Institut d'économie politique de me recevoir. Au réseau, en fait, je ne sais pas c'est quoi la traduction du nom. On m'a demandé de faire une présentation bilingue. Je ne savais pas si ça voulait dire un mot sur deux en français. Habituellement, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est que les acétates sont en anglais. Je vais parler en français, mais des fois, je vais lire ce qui est écrit, donc ça va se passer en anglais aussi, dans ce que je vais dire. Ce que je vous présente là, c'est un résumé un peu de mes recherches doctorales que je suis en train de retravailler. Comme Chris l'a signalé, j'ai d'autres recherches postdoctorales qui sont différentes, mais on pourra en parler plus tard. Et donc, la question, c'est qui est l'apprenti sorcier dans la malédiction des ressources. Et puis, voilà. À la toute fin, je vais vous indiquer qu'il y a des articles que j'ai écrits qui résument un peu cet argument-là. Je pourrais faire circuler un papier, peut-être, avec un papier pour... s'il y a des gens qui veulent recevoir l'article, je peux vous l'envoyer pour avoir une version écrite de tout ça. Donc, juste me mettre votre adresse courriel, puis je vous l'enverrai ce soir. Bon, voilà. Donc, qui est l'apprenti sorcier? Ma réponse, la réponse que je dis, c'est que j'essaie d'avancer, c'est que dans les pays avec des fortes ressources extractives, un important secteur de ressources extractives, on a des classes capitalistes qui vont être très en faveur de l'exploitation des ressources naturelles, qui vont donc promouvoir le fait qu'on les utilise pour générer de la richesse, mais ils vont s'opposer aux politiques qui peuvent en réduire les effets négatifs
d'un secteur, d'un important secteur d'extraction des ressources naturelles. Et puis, ils vont également devenir, si l'État prend des mesures pour essayer de réduire l'effet négatif, ils vont aussi devenir moins susceptibles d'investir, de réinvestir dans l'économie et donc de produire le développement qu'on voudrait, et, le développement qui est souhaité par les gouvernements en question. Donc, leur organisation politique, et quand je dis leur organisation politique, je veux dire, c'est pas seulement, je ne m'intéresse pas seulement aux capitalistes en tant que gens de négoce, de gens qui investissent et qui font des profits, mais aussi et surtout en tant qu'acteurs politiques, donc qui se réunissent au sein d'organisations et qui essaient d'avoir une influence sur les politiques publiques. Et donc, l'efficacité des politiques de développement, une conclusion un peu plus termes un peu plus en termes un peu plus généraux, c'est que l'efficacité des politiques de développement doit avoir une compréhension des rapports de force politiques au sein de la société pour avoir une efficacité quelconque. La façon de procéder pour faire ça, c'est que je vais faire en fait deux comparaisons. Une comparaison historique du comportement des classes capitalistes dans deux pays, le Venezuela et l'Équateur, et donc dans chacun des pays, comment ils ont agi à différentes périodes, et face à des situations similaires, comment ils ont réagi également. Donc le plan de la présentation est en 7 points. Je vais commencer par couvrir les théories de la malédiction d'abondance, le resource curse. Ensuite, je vais passer très rapidement sur la perspective de classe que j'utilise parce qu'il n'y aura pas le temps sinon. Et ensuite, je vais faire 2 sections sur le Venezuela, une plus historique et une sur la réaction des classes capitalistes au gouvernement de Chavez. Et ensuite, j'applique le même traitement à l'Équateur, donc une perspective plus historique et ensuite une perspective sur la réaction des classes capitalistes au gouvernement de gauche. Et ensuite quelques comparaisons et conclusions. Voilà. Donc, les théories de la malédiction de l'abondance. Il existe 3 familles générales de théories du resource curse. 3 familles générales, oui. Une famille qui est des théories plus macroéconomiques, dont je vais parler en premier. Une famille qui est plus des théories institutionnelles, donc quel est l'impact d'un important secteur d'extraction des ressources naturelles sur les institutions. Et finalement, il y a d'autres théories qui suggèrent qu'un important secteur d'extraction des ressources naturelles va avoir une incidence sur la probabilité de guerre civile. Dans les cas que j'étudie, les guerres civiles n'ont pas vraiment eu lieu. On pourrait en débattre là, dans le cas du Venezuela. Y a-t-il eu une guerre civile ou y a-t-il une guerre civile en préparation? Je ne pense pas pour l'instant, mais étant donné que ça ne touche pas au cas que j'étudie, je ne vais pas aborder ces théories-là maintenant. Pour les théories macroéconomiques, l'explication est relativement simple. C'est que les pays riches en ressources naturelles vont avoir tendance à avoir une croissance économique plus lente parce que quand ils ont d'importants revenus qui viennent de l'extraction de ces ressources, ça va créer une pression à la hausse sur la valeur de leur monnaie. Cette pression à la hausse va créer un déséquilibre entre les secteurs tradable et non-tradable. Ma présentation bilingue s'accroche sur certaines traductions. Donc, les secteurs qui sont commercialisables dans les marchés internationaux et ceux qui sont plus orientés vers les marchés internes. Et donc, ça crée une pression négative sur les secteurs d'exportation. Il y a moins de gens qui investissent dans le secteur d'exportation et donc, moins d'investissement, moins grand secteur d'exportation fait une croissance moins solide. Ça, c'est les théories générales. Évidemment, comme il n'y a pas de théorie universelle de la croissance économique, il n'y a pas non plus de théorie universelle qui explique ce qui ralentit la croissance économique, mais dans les termes généraux, c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on parle de la maladie hollandaise. Donc, voilà. Cependant, il y a plusieurs critiques qui sont faites de ces théories macroéconomiques-là. Tout d'abord, leur caractère déterministe, qui est un peu, sans doute, une de leurs faiblesses, parce que si on remarque une tendance générale, c'est difficile de l'appliquer à chacun des cas en particulier.
notamment parce que si on change l'unité d'analyse, est-ce que c'est la quantité de ressources qu'un pays possède ou l'importance de ces ressources dans le PIB ou l'importance des ressources dans le secteur des exportations, on arrive à des résultats qui sont un peu moins solides. Il y a aussi des questions historiques importantes. Comment expliquer, par exemple, que les États-Unis étaient le principal producteur et exportateur de ressources naturelles pendant la première moitié du 20e siècle et ça n'a pas eu l'air d'avoir nui à sa croissance économique? Ensuite, il y a certains pays, dont ceux que je vais étudier aujourd'hui, le Venezuela et l'Équateur, où parfois l'importance des ressources naturelles dans l'économie a créé des périodes de croissance très très importantes et pas des périodes de croissance lente. Donc comment expliquer les moments différents. Et ensuite, il y a des pays qui semblent beaucoup moins affectés aujourd'hui par le malaise des ressources. Donc, est-ce que les solutions qui existent pour diminuer l'effet négatif que peut avoir un secteur des ressources naturelles, donc est-ce que ces politiques-là, pourquoi ne sont-elles pas appliquées? Quelles sont les conditions qui font en sorte que ça devrait être appliqué? Voilà. L'autre famille, bon, pour répondre à la première question, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les bonnes politiques qui permettraient d'éviter les effets macroéconomiques négatifs d'un important secteur des ressources naturelles? Ben, il y a une autre série de théories qui s'intéresse aussi à cette question-là, qui dit, ben, en fait, c'est parce que les ressources naturelles produisent un impact institutionnel négatif. Donc, un important secteur des ressources naturelles stimule un comportement rentier et la corruption qui fait en sorte que les institutions sont moins efficaces. L'État percevant une rente importante a moins besoin de négocier des accords de taxation avec les élites économiques et a plus tendance à favoriser des attitudes autoritaires et à être moins démocratique. Et donc, dans ce contexte-là, puisque ça affecte aussi les institutions, ça expliquerait pourquoi les politiques macroéconomiques ne sont pas là. Donc, face à ces tendances générales-là, il y a aussi les mêmes genres de critiques qui sont formulées, c'est-à-dire que les unités de mesure sont remises en cause. Et souvent, on parle d'un État qui développe des comportements rentiers, mais on ne calcule pas la rente que perçoit l'État, mais la proportion des ressources dans le budget en général, dans le produit intérieur brut, donc pas dans les ressources de l'État. Donc ça pose des problèmes de définition là, qui sont critiqués dans ces théories-là. Il y a aussi la question de la qualité des institutions qui est toujours quelque chose qui est difficile à mesurer, surtout quand on fait des comparaisons entre différents pays. Et ensuite, pourquoi ce serait principalement le pétrole? Donc, ce sont les principales critiques qui existent sur cette théorie. Dans ce contexte-là, je soulève la question, qu'est-ce qui reste du resource curse? Qu'est-ce qui est le malaise des ressources naturelles? Si ce n'est pas aussi autonome et aussi opérant de façon aussi universelle qu'on le prétend souvent. S'il existe des remèdes institutionnels à plusieurs des problèmes macroéconomiques, finalement, la question, c'est beaucoup plus qu'est-ce qui fait que les élites vont avoir tendance, ou les élites qui gouvernent l'État, ou les élites en général, qu'est-ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à changer les institutions pour bien gérer les ressources naturelles? Donc, c'est le genre de questions qui me semble beaucoup plus pertinente. Quels sont les rapports de force sociaux qui changent le rapport que la société et l'État a avec les ressources? Et donc, dans cette ligne-là, je cite un auteur qui a fait des revues de littérature sur la question assez intéressante, qui dit « None of the perspectives on the resource curse adequately addresses the role of social forces in shaping development outcomes in resource-abundant countries. » Et donc, je suggère qu'à la place de regarder comment les ressources déterminent le développement et déterminent l'espace social et les forces sociales, comment est-ce que les forces sociales et leur lutte influencent le rôle du secteur extractif dans l'économie. Et donc, mon approche, je vais passer très rapidement sur je pourrais vous parler de l'approche de classe que j'utilise pour développer ça, mais puisqu'on n'a pas tant de temps que ça, je vais y aller rapidement en vous présentant tout simplement les grandes lignes. Mon idée, c'est que souvent, les approches de classe ont tendance à regarder beaucoup les mouvements sociaux, les classes de travailleurs-travailleuses, et ainsi de suite.
mais porte beaucoup moins attention aux capitalistes comme étant des acteurs politiques qui s'engagent vraiment dans les luttes sociales pour les politiques de développement. Et donc, je mets une emphase particulière sur rétablir leur rôle dans le récit et dans la compréhension qu'on a de l'impact de leur impact sur les luttes sociales et sur les politiques sociales, les politiques de développement. Donc, je les considère comme étant, je cherche à trouver les acteurs politiques organisés de la classe capitaliste et voir comment ces organisations-là rendent des convergences possibles donc, entre les différents acteurs sociaux et comment ils adoptent des positions similaires et luttent contre l'État et contre d'autres forces sociales pour imposer ce qui semble être leur politique essentielle. Et donc, j'applique cette approche-là à 2 pays pour mes études dans cette étude-ci, le Venezuela et l'Équateur. Et pour comprendre un peu ça, je fais donc une comparaison sur 4 périodes. Dans chacune de ces périodes-là, je peux comparer comment les classes capitalistes se sont comportés par rapport aux politiques de développement, d'une part. Et ensuite, en comparant les 2 pays aussi, ça donne des indices sur voir quel est leur impact sur ces politiques. Et évidemment, sur le rôle du secteur extractif. Donc, maintenant que j'ai présenté le cadre général, je passerai à l'étude de cas, la première étude de cas, donc le Venezuela, en commençant par les années... Et là, évidemment, tout ça, c'est le développement d'une recherche un peu... comme vous voyez, je couvre 50 ans, là, je ne peux pas faire toute l'histoire de 50 ans en 30 minutes dans 2 pays, mais ce que je veux faire, c'est que je vais attirer votre attention sur les points de rupture, les moments importants ou les éléments de preuve forts qui m'ont permis d'articuler mon raisonnement. Puis je vais pas seulement rester dans les raisonnements généraux, je vais aussi vous donner quelques-uns des éléments de la recherche empirique pour que vous puissiez apprécier. Voilà. Donc, au Venezuela, le Venezuela est sorti d'une dictature à la fin des années 50. Depuis longtemps, le pétrole était le produit dominant d'exportation depuis 1926. C'est un produit central de l'économie depuis donc relativement longtemps. Une des particularités au Venezuela au sortir de la dictature, c'est qu'il y avait un petit nombre d'organisations de classe extraordinairement centralisées. Donc, la majeure partie des syndicats du pays, là, on parle de 75 à 80% des syndicats du pays étaient réunis au sein d'une seule fédération, la CPV. Et il en allait de même pour les organisations patronales réunies au sein de FEDECAMARAS, qui est une organisation qui unifie des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculteurs, donc de tous les secteurs et de toutes les régions du pays dans une seule organisation. Et j'insiste là-dessus parce que c'est pas un cas absolument unique, mais c'est cependant un cas relativement rare qu'il y a une seule organisation qui ramasse toutes les organisations, ou la majeure partie des organisations patronales. Il y a certains secteurs qui sont restés à l'extérieur, les petites et moyennes entreprises se sont moins retrouvées dans cette organisation-là, mais historiquement, un pôle très très fort. Et l'État, pendant les années 60-70, avait tendance à organiser des structures de négociation sociale autour de comités tripartites, où un représentant syndical, un représentant patronal et un représentant de l'exécutif se réunissaient essentiellement pour prendre les grandes décisions. Donc, c'est un mode corporatiste, on pourrait dire semi-corporatiste. Voilà. J'insiste sur le fait que, ça c'est en faisant des recherches pour trouver l'histoire un peu de FEDECAMARAS, j'ai trouvé des citations qui donnent, je pense, un peu l'ampleur de l'importance d'une organisation comme ça pour réunir les investisseurs et agir politiquement. Et ici, j'ai trouvé une citation où un des fondateurs parle de son camarade fondateur de l'organisation FEDECAMARAS dans les années 40, qui dit Carlos Fleury Coelho devised an idea much in accordance with Marxist theory. There was a need to organize the Venezuelan bourgeoisie in very much the same manner as the proletariat. Carlos Fleury believed that there was a need for creating the Venezuelan bourgeoisie in charge of transforming the country by altering the prevailing feudal system.
On peut évidemment débattre de l'existence d'un système féodal à cette époque-là au Venezuela, mais l'idée qu'il fallait réunir et avoir un comportement de classe est clair à la formation de l'organisation. Et pendant les années 60 et 70, cette organisation, Fede Cámaras, acceptait de façon relativement claire le leadership de l'État en matière de politique de développement, et l'acceptait au point où ils ont accepté et négocié la nationalisation de l'exploitation pétrolière. Donc ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, si je dis le Conseil canadien des chefs d'entreprise va nationaliser l'Alberta, va accepter que l'État nationalise l'Alberta, personne ici va me croire, mais dans les années 70, c'était accepté. Ils l'ont négocié et ils endossaient même l'idée que l'État devait être le médiateur entre les compagnies nationales et les compagnies transnationales. Si vous ne croyez pas, j'ai même mis une citation d'un document annuel de Fede Cámaras en 1973 qui dit « Fede Cámaras agrees to contribute to the improvement of the democratic and concerted planning system in which all sectors of the community participate, because it is the most adequate technique for ordering and orienting economic activities as it ensures the intelligent and deliberate management of an accelerated and self-sustaining development that does not drown individual initiatives. » Donc, c'est vraiment un système concerté, planifié, démocratique, organisé par l'État. Et même, ils vont plus loin en disant « Ideally, all petroleum rent would be invested in development understood as education, healthcare and scientific research spending. » But, évidemment, le but ici, c'est parce qu'ensuite, ils développent un raisonnement pour dire qu'il faut aussi appuyer les entreprises existantes. Mais leur discours ici, ce n'est pas un discours de privatisation. Non, c'est un discours qui accepte donc le leadership de l'État. Et quand on regarde, avec une perspective historique, le fait qu'il y avait des négociations, que les organisations patronales acceptaient le leadership de l'État en matière de développement, évidemment, il y avait une manne pétrolière, il y a eu une augmentation importante des prix du pétrole à cette époque-là, mais cette acceptation de la gestion par l'État et ainsi de suite a donné la période de croissance économique la plus importante de l'histoire du pays, mais qui n'était pas seulement une période de croissance économique dirigée par l'État, mais qui était aussi suivie et appuyée par des investissements privés encore plus importants. Dans ce tableau-ci, ce que je vous montre, c'est on a les investissements en pourcentage du PIB et les investissements en pourcentage du PIB dans les deux cas, mais un où on a enlevé l'investissement pétrolier. Et ce qu'on voit, c'est que dans les années 60-70, pour 10% d'investissement de la part de 10,8% d'investissement de la part de l'État, on avait 23,6% d'investissement privé. Donc, à chaque fois que l'État mettait de l'argent, le secteur privé mettait de 2 à 3 fois plus d'argent d'investissement pour stimuler la croissance. Et le résultat, c'est que, en fait, même malgré la hausse des prix dans les années 70, ce qu'on note, c'est que le secteur privé non pétrolier, les exportations du secteur privé non pétrolier ont à peu près doublé dans la seconde moitié des années 70. Ce qui à tel point que le pourcentage de pétrole qui fait partie des exportations a diminué de 78 à 70%. Même si, en valeur, ça valait plus, les exportations manufacturières privées ont augmenté suffisamment pour faire diminuer l'importance du pétrole dans les exportations. Ça, c'est la période où ça fonctionnait. Évidemment, à un moment donné, ça a arrêté. Évidemment, il y a toutes sortes de facteurs macroéconomiques autres qui entrent en ligne de compte, mais un facteur aussi qui me semble essentiel pour comprendre la transition, c'est que dans les années 80 et avant que la grande vague néolibérale et que la crise qu'on a appelée de la décennie perdue frappe de plein fouet le continent, on a une organisation patronale qui a changé ses positions pour toutes sortes de raisons dont on pourra discuter plus tard. Il commence à déclarer que l'État est trop influent dans l'économie, protège trop les travailleurs, et donc il faut changer ça. J'ai mis deux citations aussi pour vous montrer la transition entre ce qu'on a lu plus tôt, de 1973 et ce qu'on lit en 1980.
Carta de Maracaibo, qui est un document de position politique adopté par Fede Camaras, qui dénonce the state because the regulatory power it has over agents' behaviors grants the state a dominant position that it did not have in the past. Et aussi sur les travailleurs à ce moment-là, un élément qui devient important, workers have acquired a power that allows them to prevail over the interests of existing organization of production, leading to a loss of discipline and to a loss of the spirit of achievement and of personal fulfillment. The legislator has acted to justify the distorted political social behavior of workers that led a part of the workforce to look for short-term gains, thus behaving against productivity and the development of the country as a whole. Évidemment, c'est les travailleurs qui regardent pour le gain à court terme. Mais ici, on voit la transition. Hein? C'est une transition vraiment... Comme je le disais, évidemment, dans la décennie qui s'ensuit, il y a des transformations macroéconomiques importantes et une diminution des prix du pétrole à partir de du début des années 80, mais vraiment à partir de 85, qui évidemment diminue les revenus de l'État. Tu as aussi des intérêts qui ont augmenté, le choc Volcker dont on connaît l'histoire, et ainsi de suite. Mais pendant en même temps que ces éléments économiques-là se produisent, Fede Camaras essaie s'attaque aux organisations tripartites pour essayer de diminuer la capacité d'influence des travailleurs-travailleuses et essaie elle-même de gagner de plus en plus d'influence sur l'État. Éventuellement, cette attitude-là va mener, va mener à des difficultés des organisations de travailleurs-travailleuses à influencer les politiques de développement. Et éventuellement, pour résoudre la crise, il y a un gouvernement qui va se mettre en place et qui va adopter, à la fin des années 80, un programme clairement néolibéral, dicté ou négocié avec les représentants du FMI. On pourrait s'attendre à ce moment-là à ce que les patrons aient endossé immédiatement un tel programme, mais en fait, ça n'a pas été le cas, et ça a eu aussi des résultats politiques et économiques importants. Et ici, le monsieur à votre droite, c'est Carlos Andrés Pérez, président élu en 1989, qui a adopté donc les politiques du FMI. Et ce à quoi on aurait pu s'attendre, c'est qu'il soit supporté par les élites économiques en adoptant des politiques néolibérales, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et ici, j'ai une citation d'une entrevue d'un représentant industriel qui était là depuis un bon bout de temps et qui me commente de la façon suivante. There was a turning point at the end of the 1980s, beginning of the 1990s, when state policy changed radically towards economic opening. At the time, the business sector, and especially the industrial sector, strongly resisted the opening process. It was seen as a threat when compared to the previous policies of protection of national industry. There was a great resistance. There were critiques of the policies. Several enterprises had problems adapting to be able to compete in international markets. But in the end, the response has been positive. In the end, I think that the business sector and the industrial sector specifically understood the importance of change and welcomed and adapted to these kinds of policies. Cependant, pendant les 2 années entre lesquelles ils ont refusé et finalement accepté les politiques, ça a créé une instabilité politique qui va avoir des conséquences importantes sur l'État. Éventuellement, M. Carlos Andrés Pérez va perdre son poste, manquant d'appui, et c'est donc l'impact politique qu'ils ont eu qui a aussi eu des impacts sur les politiques de développement. Donc, 2 ans plus tard, it is time to make the economic reform. Ça, c'est dans un autre document de Fede Camaras où on voit qu'il commence à adopter le discours néolibéral. It is time to make the economic reform plan proposed in 1989 our own, with an emphasis on all the policies that guarantee the consolidation of the private economy, and to take over the leadership role in its execution, because with this plan our future is at stake. It is, if we as the private sector do not recognize this project as ours, and if we do not expropriate it from the government's initiative, we are at risk of returning to the paternalistic model. Et donc dans
tout ce processus de changement et de s'approprier le modèle néolibéral, d'avoir une influence grandissante sur l'État. Il commence à occuper de plus en plus de sièges au sein des institutions de l'État, à rejeter le modèle tripartite. C'est également pendant cette période-là qu'ils sont capables d'ouvrir des politiques d'ouverture du pétrole, donc de privatisation dans le secteur pétrolier. Et la rente pétrolière, qui est perçue par la compagnie d'État PDVSA, est tranquillement redistribuée au sein de filiales internationales pour faire une compagnie qui devient de plus en plus autonome de l'État et qui remet de moins en moins de rente pétrolière à l'État. Et les transferts donc, passent de 16% du PIB à 5% en 1998, mais en fait, les chiffres les plus marquants, c'est si on le compare sur 20 ans, à travers ce processus-là, où une classe capitaliste devient de plus en plus résistante aux politiques dirigistes et devient de plus en plus orientée vers une privatisation de la rente pétrolière. Mais le résultat, c'est qu'en 1981, on avait, sur des revenus totaux de l'exploitation du pétrole de 19 milliards de dollars, on avait des transferts à l'État qui étaient de 13,9 milliards, donc de 71%. Et quand on arrive en l'an 2000, sur des revenus totaux bruts de 29,3 milliards, on a des transferts à l'État de 11,3 milliards et donc de seulement de 39%. Donc c'est ça le changement qui résulte du changement d'attitude de la classe capitaliste. Dans ce contexte-là, pour toutes sortes de raisons politiques dont on ne discutera pas en détail ici, Chavez a mené une campagne où il a dénoncé cette attitude de l'État, dénoncé cette attitude des patrons, et il a promis de récupérer la rente pétrolière pour faire de la redistribution et éventuellement diriger un programme de développement plus efficace. Évidemment, on connaît Chavez aujourd'hui pour ses associations avec le socialisme, ses discours grandiloquents et ainsi de suite, mais quand il s'est présenté à l'origine, son discours politique n'était pas de nature à inspirer le socialisme, ou en fait ne contenait pas le genre de référence qu'on pourrait aujourd'hui associer à son attitude ultérieure. En fait, si on regarde ses programmes, dans ses programmes de développement des 3 premières années, dans son premier programme, il suggère, en reprenant un slogan social-démocrate allemand, que the invisible end of the market with the visible end of the state, in a space where as much market as possible and as much state as necessary will coexist. Ça, c'est son projet. The development model proposes a productive, diversified and competitive system open towards international markets, based on private initiative, with state presence in strategic industries but open to private investment and downstream development of an industrial network where productivity and efficiency have to be the basis of profitability. The state will reserve the right to protect national industry and agriculture when they face disloyal competition. Quand on lit ça, on est loin d'un programme socialiste, là. On est loin d'un programme de nationalisation de grande envergure. On est vraiment dans un programme où la récupération de la rente de l'État doit servir à orienter les politiques de développement. Et si on regarde là, dans les chiffres, il y a vraiment une importante récupération de la rente de l'État. Importante récupération de la rente de l'État qui a servi à toutes sortes de choses. Là, on n'entrera pas dans les détails, mais je trouve ça important aussi de voir l'importance que ça peut représenter. Ça, c'est les opérations du gouvernement central, les revenus. Et quand on regarde ici les royautés sont particulièrement intéressantes parce que c'est ce qui est réclamé simplement par le fait qu'on est propriétaire des terres dans lesquelles le pétrole est exploité. Ce n'est pas une taxe sur la production, une taxe sur la productivité, une taxe, c'est vraiment une récupération de la propriété par l'État qui peut justifier des royautés. Et ici, donc, c'est vraiment le cœur d'une rente pétrolière, ce sont les royautés, si on veut. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'en pourcentage du PIB, on passe de 2,4% en 1998 quand Chavez est élu, à rapidement en 2000 à 4,3, 6, 8 et jusqu'à 11%. Et ce qui est important aussi de constater, c'est que cette augmentation-là, c'est vraiment ça qui influence, c'est pas seulement évidemment
résultat de l'augmentation des prix, mais du changement de politique de l'État. Et si on compare aux politiques de taxation, ben, on se rend compte que c'est vraiment le pétrole ici qui draine, qui devient le moteur de la croissance du budget de l'État, beaucoup plus que les revenus de taxation qui augmentent, mais d'une façon beaucoup moins. Face à ce changement, malgré qu'on n'est pas encore dans un gouvernement, il n'y a pas d'annonces socialistes qui sont faites à ce moment-là, on est quand même dans un programme néo-structuraliste, si on veut. Malgré ça, l'attitude de la classe capitaliste vénézuélienne a été une réaction extraordinairement agressive et violente. En 1999, ils ont appelé au rejet de la Constitution qui avait été préparée par l'Assemblée constituante. En 2001, ils ont mobilisé, ils faisaient des mobilisations actives pour que toutes les chambres de commerce participent à des protestations sociales, vraiment des mobilisations très actives. En 2002, ils ont supporté, ils ont en fait appuyé un coup d'État. Non seulement ont-ils appuyé un coup d'État, mais le personnage qui apparaît sur cette photo, Pedro Carmona Estanga, était le président de Fede Cámaras, et c'est lui qui est devenu le président de la junte provisoire qui remplaçait Chavez alors qu'il était détenu dans une prison militaire. Ils ont ensuite supporté un blocage pétrolier, ils ont refusé officiellement d'accepter les résultats électoraux, donc vraiment une attitude politique très agressive pour empêcher le gouvernement de pratiquer la politique qu'il avance. Donc je l'ai appelé une politique de confrontation des élites. Et il y a des arguments qui sont souvent présentés pour dire oui, mais le président de Fede Cámaras s'est enflé la tête, hein, c'est lui qui est allé tout seul de son côté, puis il a décidé de faire un coup d'État. Ça ne représentait pas le point de vue des entrepreneurs en général. Cependant, 6 mois après la tentative de coup d'État, la plénière, l'Assemblée générale de Fede Cámaras adoptait une résolution, adoptait un autre document de position, dans lequel il disait « It is necessary to recognize that to reject the use of violence does not necessarily imply to negate the possibility of an action directed at defending the democratic order when it is threatened or to restore it if it has been violated. » C'est relativement clair dans le contexte ici qu'on n'a pas... qu'il y a une assomption du rôle qu'ils ont joué dans la transformation politique. Et une autre entrevue que j'ai faite avec un représentant d'une chambre qui dit dans les 15 dernières années, tous les débats sectoriels, hein, entre le secteur commercial et industriel et les grands agriculteurs, est devenu complètement subordonné aux discussions générales pour la survie de l'entreprise privée. Lorsqu'on fait face à de tels défis, tout le reste devient subordonné parce qu'on ne discute pas d'un modèle économique, il faut juste se protéger contre la menace. Le résultat de cette attitude-là, de cette attitude politique-là, on peut le voir aussi dans les chiffres sur l'investissement. C'est là où je trouve ça intéressant, c'est que alors qu'on voyait dans les années 70 que 1 $ de l'État amenait à 3 $ d'investissement privé, ce qu'on constate, c'est que au début du régime de Chavez, ici, les investissements privés en termes... j'utilise la formation de capital fixe comme proxy de l'investissement ici. Là. Les investissements privés demeurent plus importants que les investissements de l'État jusqu'à temps qu'il y ait la crise politique qui commence. Et à partir de ce moment-là, l'État essaie de prendre le relais pour pousser les investissements privés, mais ça ne fonctionne jamais, ça fonctionne pas, jusqu'à ce qu'on peut voir donc dans l'autre tableau, c'est un tableau où si on met toute la formation de capital fixe égale 100%, quelle est la proportion publique et quelle est la proportion privée. Donc on commence avec une proportion publique qui est de juste un peu au-dessus de 40%, une proportion privée donc de 60%, et on voit comment ça évolue avec le temps, qui nous permet de voir le contraste. Donc, ce portrait-là de l'Équateur, du Venezuela, nous montre bien comment, à différents moments, la classe capitaliste a réagi différemment aux politiques de développement dirigées par l'État et à quel point les résultats sur les investissements publics et privés, sur le rapport entre l'investissement public et privé, sont différents.
Maintenant, une fois qu'on a montré ça, on peut passer à la deuxième partie de l'explication, et c'est comparer ce même processus, ce même pattern-là, mais dans un autre pays avec un secteur pétrolier important, pour voir comment la classe capitaliste a réagi de façon similaire ou différente, et quel en est l'impact. Donc, en Équateur, l'Équateur a vécu une période dans les années 60-70 où il y avait une alternance de moments démocratiques, entre guillemets, parce que, je mets entre guillemets ici parce que les illettrés n'avaient pas le droit de vote. On était dans une population qui était encore majoritairement rurale, donc la proportion de la population dans les années 60 qui était en fait autorisée à participer aux élections, on parle d'un 20% de la population. Donc c'est vraiment très très faible. Mais il y avait quand même malgré tout une alternance avec la dictature. Quand on a annoncé qu'on allait élargir le droit de vote aux illettrés au début des années 73, un candidat relativement populaire auprès des gens moins fortunés était en risque de gagner l'élection, et il y a eu un moment d'unité entre les élites économiques du pays et les forces militaires qui ont organisé un coup d'État en 1973. Parce que une des craintes qu'il y avait, c'est que les importantes découvertes pétrolières qui avaient eu lieu et dont l'exploitation allait commencer au même moment, allait tomber, la rente pétrolière allait tomber sous le contrôle d'un gouvernement avec un fort appui populaire, et ça déplaisait aux élites économiques de l'époque. Mais malgré ça, il faut comprendre que le contexte à l'époque était vraiment différent. On n'a pas une organisation, on n'a pas des organisations de classe aussi unifiées qu'au Venezuela. Ici, on est dans un système beaucoup plus fragmenté. Les classes capitalistes sont très divisées entre différentes régions, la côte et la montagne, pour des raisons historiques, dont je ne couvrirai pas entièrement ici, des différences culturelles importantes, mais encore aujourd'hui, on peut entendre quelqu'un d'une chambre de l'industrie sur la côte dire que « Ah non, les gens de la montagne, c'est parce qu'ils ne comprennent rien ». C'est vraiment des tensions régionales qui continuent à exister, mais qui s'ajoutent donc à des tensions sectorielles. Il en va de même pour les organisations paysannes et les organisations de travailleurs-travailleuses. Cependant, en 1971, il y a eu la création d'un front unitaire qui rassemble plusieurs organisations syndicales et devient un point important un acteur politique important. Malgré les divisions, donc comme je l'ai dit, les classes capitalistes ont à l'époque accepté que l'État se charge de l'exploitation et devienne en charge de l'exploitation, de la supervision de l'exploitation pétrolière, et ont supporté un coup d'État militaire pour empêcher que ça tombe dans les mains d'un dirigeant politique qui leur déplaise. Ici, j'ai mis quelques citations qui illustrent le tout. De Catherine Conaghan, qui a fait probablement l'étude la plus serrée sur cette période-là de l'histoire. Les élections étaient prévues en 1972, mais bon, en fait, j'ai déjà dit à peu près le contenu de cette citation-là, on peut les sauter. Donc, à cette époque-là, d'une façon similaire, ce directionnisme de l'État, qui est aussi alimenté par l'importance des revenus pétroliers, produit une des périodes de croissance économique les plus importantes du pays, tant en termes de croissance économique que d'exportation manufacturière. Cependant, bon, il y a eu des tensions importantes entre la dictature qui essayait d'avoir un programme, des tensions qui ont été historiquement plus importantes entre la dictature qui essayait de stimuler un programme développementiste et les organisations des classes capitalistes à cette époque-là. Cependant, il y a eu une rupture encore plus importante lors du retour à la démocratie en 1980. Notamment parce que les élites économiques avaient appuyé la dictature parce qu'ils étaient réfractaires à l'idée d'une démocratie de large participation. Elles étaient réfractaires elles-mêmes à donner le droit de vote aux illettrés.
Et donc, quand arrivent les années 80, leur attitude par rapport à l'État est encore devient plus agressive de rejet du dirigisme économique. Donc, ici, j'ai quelques citations pour l'illustrer. Donc, en 1981, we cannot accept that under the pretext of strengthening the state, that the private enterprise be minimized because this would result in the elimination of freedom of enterprise and impoverishment of the society as a whole. On a encore une fois ici cette attaque au dirigisme de l'État en matière de développement. Et des appels à l'unité de classe, need of entrepreneurial unity in front of bills clearly inspired by socializing policy, contrary to the economic freedom. Et on parle d'un État donc, qui est totalitaire, dénonce un État totalitaire. La réaction des élites économiques au dirigisme de l'État va donner lieu aussi à une attitude où on essaie de retirer éventuellement la capacité du mouvement ouvrier à influencer sur l'État. Il y a comme un moment où les élites économiques se rendent compte qu'en démocratie, il faut également, on n'est pas les seuls à avoir un mot à dire, il faut également accepter le pouvoir accepter le pouvoir des autres groupes sociaux. Et donc, ils ont adopté une loi pour restreindre la capacité des syndicats à influencer sur la politique, parce qu'à l'époque, encore dans les années 80, le foot dont j'ai parlé tout à l'heure était un poids politique très très important. Et donc, si on regarde, ça c'est un tableau qui nous montre le nombre de syndicats formés par année. Et donc, même sous la dictature, la formation de nouveaux syndicats était très très importante. On a une légère réduction dans les années 80 jusqu'à 90, mais lorsqu'une loi est adoptée pour rendre plus difficile la syndicalisation, les effets sont majeurs. Mais évidemment, en Équateur, il y a eu quelque chose de différent. Le mouvement autochtone est aussi arrivé en scène et a offert un contrepoids politique très très important aux politiques qui essayaient de pousser la classe capitaliste. Mais néanmoins, c'est après qu'on ait soutiré la capacité d'intervention des syndicats qu'on a eu un gouvernement qui a réussi à unir la classe capitaliste derrière un projet de privatisation du secteur pétrolier. Et donc, Duran Bayen, le président Duran Bayen a retiré le pays de l'OPEP, a fait de nouvelles lois pour diminuer l'importance de la compagnie d'État dans l'exploitation, attirer les investissements privés en permettant plus facilement le rapatriement des profits. Et à cette époque-là, comme je le disais, les organisations autochtones ont agi en tant que leader de la classe populaire pour essayer d'empêcher ce mouvement-là, mais bref, ça n'a pas eu les résultats escomptés. Et ici, donc, j'ai mis un tableau où on voit l'effet de ce moment politique-là. Hein. Donc, ici, on a en pointillé, le surplus profit, c'est en fait le prix des marchés internationaux moins le prix du pétrole sur les marchés internationaux qui est exporté, moins les coûts d'exploitation. Et ici, on a la part de l'État qui est gardée par l'État. Et donc, jusque dans au milieu des années 90, au début des années 90, c'est à peu près réparti 50-50 entre les deux. Puis ensuite, on a le secteur privé qui commence à ramasser de plus en plus d'argent et à se détacher complètement, donc à ramasser beaucoup plus des bénéfices de l'exploitation pétrolière par rapport à l'État. Voilà. Donc ça, c'est l'effet. Je présente ça pour montrer à quel point l'effet d'une classe capitaliste qui s'oppose à la gestion étatique des ressources et pour la privatisation de la rente. Et là, que ce soit clair, le surplus pétrolier, il n'est pas nécessairement engrangé par les capitalistes en Équateur. Mais leur politique pour favoriser une privatisation fait en sorte que ça va aussi et majoritairement à des multinationales.
Il y a eu toutes sortes de crises politiques sur lesquelles, un climat de crise politique qui a résulté des années 90 et début 2000, dont sur lesquels je ne veux pas étirer, mais lorsque Correa est entré au pouvoir, il avait des promesses de campagne qui étaient très similaires à celles qu'on retrouve chez Chavez en 1998. Donc un programme orienté pour récupérer la rente pétrolière, pour orienter le développement économique et pour redistribuer aux plus pauvres. Je vais passer un peu plus rapidement maintenant parce que je commence à manquer de temps, mais on peut voir ici qu'il y a quand même donc une importante récupération des revenus pétroliers. Donc la première ligne rouge en haut, on passe de 6% à 14, 10 et 15%. Donc l'incidence de plus grands revenus pétroliers sur le budget de l'État est importante. Cependant, la différence du Venezuela, il y a une politique de taxation qui fait que les revenus de taxation sont pratiquement aussi, sinon plus importants que ceux du pétrole, donc à ce moment-là. C'est ce que... l'argument que je formule, c'est que la capacité à avoir une politique de taxation plus progressive dans ce cas-ci est aussi un effet de la plus grande fragmentation des classes capitalistes et d'une opposition qui était plus modérée. Elle était plus modérée, mais qu'on s'entende bien. Quand Correa a été élu, les capitalistes de l'Équateur n'étaient pas contents. C'est une photo que j'ai prise, c'est l'édifice qui s'appelle l'Edificio de las Cámaras. C'est donc des chambres de commerce à Quito. Et ils avaient mis une immense bannière en 2012, qui est restée là pendant un bout de temps, qui dit, je traduis, « Sans liberté et justice, il n'y a pas de démocratie ». Et c'est même signé en bas, « Cámara de Comercio de Quito ». C'est pour son anniversaire, il s'offre une grande bannière qui dit le gouvernement n'est pas juste, ne nous laisse pas de liberté, c'est pas démocratique, et ainsi de suite. Donc, il n'était pas content. Cependant, étant conscient de ce qui s'était passé au Venezuela après l'échec du coup d'État, étant beaucoup plus divisé aussi régionalement et sectoriellement, ils ont adopté d'autres stratégies. Plutôt que d'être agressifs, ils ont adopté une stratégie d'accommodement des élites, si on veut. Donc, ils ont privilégié des stratégies de lobbying contre des stratégies de mobilisation et d'action directe. Et puis, les résultats, on peut le voir sur les investissements aussi. La réaction sur les investissements a été beaucoup moins radicale que ce qui s'est produit au Venezuela. On voit quand même que l'investissement public a augmenté et n'a pas eu pour effet de faire augmenter l'investissement privé. Ça montre la frilosité. Cependant, les proportions ne sont pas aussi radicales qu'au Venezuela. Quelques éléments de comparaison pour conclure. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comparer historiquement les différents moments des classes capitalistes en Équateur et au Venezuela, et ensuite de les comparer, ensuite le moment de les comparer aussi entre elles. Donc, s'il y avait des ententes corporatistes dans les années 70 qui ont fait une période de croissance économique importante au Venezuela, en Équateur, ça a été un peu plus difficile dans les années 70. La croissance économique a été relativement moins importante, bien que ça a été une phase importante relativement à l'économie du pays. Dans les années 80, une phase d'attaque directe contre la capacité d'organisation du travail pour diminuer son influence politique et qui mène éventuellement à un processus de privatisation des ressources naturelles dans les années 90. Et alors que les classes capitalistes avaient beaucoup plus d'influence sur l'État. Dans ce contexte-là, dans des contextes similaires et différents, Chavez a été élu au Venezuela, mais au moment où la crise économique était encore très importante et où les prix du pétrole étaient bas. Et en Équateur, par contre, Correa a été élu alors que la crise économique était en train d'être résolue et que les prix du pétrole étaient beaucoup plus hauts. Donc, c'est pas l'élection d'un gouvernement de gauche n'est pas seulement le résultat d'un contexte économique, mais bien plus d'un contexte de classe, je pense. C'est quand l'influence des classes capitalistes sur l'État avait érodé à un tel point la légitimité de l'État
qu'il y avait une porte ouverte pour ce genre de gouvernement. Et les deux gouvernements ont adopté une politique de récupération des ressources extractives pour diriger le développement et faire des politiques redistributives. Au Venezuela, les classes capitalistes ont une réaction agressive. En Équateur, on a une réaction d'accommodement, et ça donne des modèles de développement très différents. Et aujourd'hui, on peut voir aussi la queue de ces phénomènes-là, je pense. Donc, que j'ai appelé ici Rent-Based Social Dispenser State au Venezuela, la rente pétrolière devenant le principal moteur d'à peu près tout. Et tandis qu'en Équateur, il est encore possible de penser que les investissements de l'État peuvent mener à certains investissements privés. Bref, grosso modo, l'importance des classes capitalistes comme acteurs politiques, ils supportent l'extractivisme, ils ont rejeté de façon générale les mesures qui permettent de diminuer les effets négatifs des ressources extractives, et donc l'importance de considérer les rapports de force politique pour comprendre l'effet des politiques de développement. C'est un peu ça la présentation. Et j'ai deux articles qui sont disponibles. Ceux qui ont mis leur adresse sur le papier, je vais vous les envoyer. Et, voilà, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup, Thomas. Je pense que la présentation s'adressait à deux pays avec aussi 50 ans. Beaucoup, c'est une présentation très riche, mais quand même, tu as dit beaucoup de choses dans presque 45 minutes. Donc, merci beaucoup pour la présentation. So we can welcome questions in either French or English. Perhaps we can start by taking 2 or 3 questions, and then Thomas can respond to those. Please go ahead. Excuse me, I'm going to ask in English. I'm Sean Burgess. I'm from the Australian National University visiting at Carleton, hence the lack of French. I want to push you a little bit harder. You have a very deep, rich presentation, deep analysis and detail on the two countries, which is fantastic. But there's one element which I'd sort of like you to think about or talk about maybe is almost like an intervening variable in how you're looking at things. And one thing you didn't mention is that, and I'm getting to basics of macroeconomics almost here. Ecuador is dollarized, Venezuela is not. And I think that may be important, or may have some, it may deepen what you're saying, or it may problematize it. I don't know enough about either case, but what I'm wondering with the Venezuelan case in particular is if there's not enough emphasis or thought given to or consideration included of the impact of foreign exchange shortages, balance of payments problems on decision making by the capitalist class, Pedicaminos and their members, if you will. And the reason I bring this up is investment becomes a very important part of your story. What's going on with the investment flows, which is I absolutely agree with. But I think that this balance of payments problem matters because it has an impact on what firms can decide to do, whether it's state-driven or whether it's privately driven. So when you put up the chart that had taxation levels, expenditures, and revenues in Venezuela throughout the duration of the oil boom, you have this jump from surplus to deficit every year, which runs completely contrary to what we expect of Keynesian economics and saving up to invest in the future. What happens then is at the same time you've got all the political tensions going on. By about 2007, we get that approximation between some parts of the business sector and the government. Say, okay, we'll play ball. We'll work with you. This can be okay. And then in 2007, private investment per year chart starts to drop, which is also when Venezuela starts to run out of foreign exchange and starts to lose the capacity for the foreign exchange. And the reason I'm thinking this matters and maybe is something to pull in more is if you have no foreign exchange, and you're in an import-dependent economy like Venezuela, where it's hugely dependent on imports for capital goods, for food, and for a whole number of things, you then, whether you want to invest or not, you can't get factor inputs, which means you can't produce. And so there's one problem. The second problem is you get foreign direct investors who look at Venezuela and say it is a viable economy, there's lots of opportunity here, pull out because they can't extract any of the profits.
and they also can't get factor inputs into price. So I don't quite know necessarily how this would work in, but when you talk about fragmentation of what's going on with the business class and the conflict, there's politics involved, but it might just be also just a straight out knock-on effect from macroeconomic policies being made, not necessarily productive policies. If that's makes sense. Great question, yes. Merci. Merci pour la présentation, Thomas. J'aurais deux axes de questions. J'imagine que dans ta thèse, mais tu n'avais pas le temps dans la présentation, tu as dû regarder de façon plus précise le caractère national ou transnational des élites capitalistes. Parce que j'imagine qu'entre l'Équateur et le Venezuela, cette dimension-là ne doit pas jouer de la même façon. Ce qui m'amène à ma deuxième question, qui est celle de la comparaison que tu es en train d'ouvrir avec la Bolivie. Parce que dans le secteur extractif, c'est une dimension signifiante dans ce pays-là, que le rapport entre firmes internationales et nationales. On sait par exemple que pour le salar, ça fait des années que Morales veut développer le salar, mais qu'il n'arrive pas à le faire parce qu'il n'y a aucune compagnie transnationale qui est prête à réinvestir dans le pays même, hein, à fournir les éléments d'un développement endogène. Donc, je me demande si tes deux premiers cas prennent en compte cette dimension-là, cette distinction-là. Je ne sais pas s'il faut ne plus en faire, mais la classe capitaliste nationale par rapport à la classe capitaliste transnationale. So we have one more brief question for this round. Yeah, please. J'ai une question qui rejoint un peu ce que Madame a dit. Quand la classe des entrepreneurs a été d'accord pour des nationalisations, est-ce que ça peut être, une classe d'entrepreneurs peut être pour le protectionnisme et des nationalisations si les compagnies ou les entreprises sont des entreprises étrangères? Alors, est-ce que c'était des entreprises étrangères qui étaient nationalisées ou des entreprises locales? Ça, c'est comme la question. C'est factuel. Et j'ai une remarque aussi, je trouve que l'expression classe capitaliste est un petit peu simple, peut-être simpliste, parce que quand il y a des classes moyennes importantes, les fonds de pension des travailleurs, les fonds de pension des fonctionnaires sont des capitalistes, ils investissent dans les compagnies, etc. Alors il n'y a pas les capitalistes d'une part et les non-capitalistes de l'autre part, il y a plutôt une sorte de zone grise, ça va, les travailleurs sont capitalistes aussi, les PME sont capitalistes, etc. Alors l'expression entrepreneur, c'est préférable plutôt que l'expression capitaliste qui est la possession du capital et l'entrepreneurship, c'est pas la même chose exactement. Voilà. Oui, merci pour ces questions. Thank you very much. To answer to the first question about whether all those decisions were driven by macroeconomic factors instead of being driven by political factor, I think there's really here there's a relationship. My goal is not to root out that any of the decisions made by capitalists were only and entirely politically driven. However, one of the quotes that I hear the most often in Venezuela, interviewing different representatives of Chamber of Commerce, is "No hay nada más cobarde que el dinero," which translates by "There's nothing more cowardly than money." Essentially, like putting the emphasis on the fact that given that the conditions were not appropriate politically, the economic decision becomes kind of subordinated to this moment. And of course, you then have an interaction, a dialectic between those two moments when the state tried to convince capitalists to follow suit. It doesn't work exactly as they want. They react politically very aggressively, and the state then also, well, the government in that case, turns away more and more from them. And as it turns away more and more from them, they also react more and more. So there's totally a relational dynamic. But certainly what I'm trying to say here is that if the macroeconomic elements are certainly important for a capitalist decision, once they had started to decide that the political context was not favorable to investment,
even if it had been macroeconomically appealing in the numbers, the likelihood of their investment was becoming was not working. So that's where I'm and of course then one can say macroeconomically it makes sense, but what I'm saying is that even if this moment of risk that you need to take on the uncertainty of the investment is and then what starts happening is a transformation of the capitalists themselves. So instead of investing into means of production, they start doing inventory investment. They buy imported goods instead because that's safer. And if you go towards the safer side, then of course you don't nurture the productive apparatus. So to answer to your question would be to put really a relationship between this political reaction and this macroeconomic factor together. À la deuxième question, l'étude que j'ai faite, elle est vraiment centrée sur une étude où j'ai suivi, j'aurais pu parler de la méthodologie un peu plus, j'ai suivi les chambres de commerce des deux pays. J'ai fait des entrevues avec les représentants d'à peu près des principales chambres de commerce qui ont une couverture régionale ou nationale. Et j'ai lu leurs documents de positionnement politique en les croisant aussi avec les données macroéconomiques comme on a pu voir. Et donc, ce que j'ai étudié, ce sont vraiment les élites économiques nationales qui, à bien des égards et dans bien des occasions, sont liées à des investissements internationaux et font des partenariats. Cependant, il y a des moments où on peut voir qu'il y a eu une séparation importante. Dans le cas du Venezuela particulièrement, les élites du secteur pétrolier ont fondé en 2003 une nouvelle organisation pour se séparer justement de la trop grande politisation de l'Organisation fait des commerces. Ils ont fondé une organisation parallèle pour justement, dans un deal, au bout du compte, ce qu'on préfère, c'est faire de l'argent avec le pétrole. Tant qu'on est capable de négocier ça avec le gouvernement, on va continuer, on peut rester là. Il y a certaines transnationales qui sont sorties, mais la majeure partie sont restées. Et puis, donc, une autonomisation à ce niveau-là qui s'est produite. Mais grosso modo, le focus de mon étude, c'est sur les élites économiques nationales. Je ne sais pas si j'ai pas noté une deuxième partie à la question, mais on pourrait y revenir si tu veux. Quant à la troisième question, il y a deux volets. Je pense qu'il y a un changement, une évolution idéologique qui s'est produite aussi au niveau international et dans la façon dont les élites se conçoivent elles-mêmes entre les années 70 et aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile, même dans les pays du Sud, d'imaginer des élites économiques qui supportent d'importants programmes de nationalisation d'entreprises multinationales. Donc, cette évolution-là, je pense qu'elle est faite de façon relativement partagée, mais là aussi, elle prend toutes sortes de couleurs locales, dépendamment de comment les organisations capitalistes sont organisées et dépendamment de leur façon de concevoir leur relation avec le gouvernement. Et donc, évidemment, c'est pas impossible qu'elles changent d'idée là-dessus. Mais dans le cas du Venezuela, elles ont vraiment eu une transition dans laquelle, passé d'un moment où elles étaient d'accord. Et la nationalisation n'a jamais exclu la participation complète des entreprises transnationales. Ça, c'est le truc. OK. Ça ne l'a pas exclu, mais ça l'a diminué. Alors, est-ce que vous pensez que la raison, c'était que tout simplement les entrepreneurs locaux vénézuéliens étaient nationalistes, comme tous les Vénézuéliens, puis ils voulaient récupérer, mettre un peu les étrangers à leur place? Oui, ils acceptaient le rôle de l'État comme étant un médiateur entre les transnationales et le capital national. Mais à partir des années 90, ils commencent à refuser ce rôle. Ils ont changé, OK. Mais ils ne vont pas se prétendre moins nationalistes. Ils vont dire aussi que c'est pour le bien du développement du pays. Donc là, oui, parce que c'est eux autres, si les étrangers étaient moins présents, c'était eux autres maintenant qui étaient... pour répondre, oui.
Pour répondre à la deuxième partie de votre question sur la question de la classe, ça c'est le bout que j'ai coupé de la présentation pour des raisons de temps. Moi j'utilise le concept de classe non pas comme étant ici le moment de stratification économique de l'organisation de la société. Ce qui est une des acceptions en vogue du concept de classe, les classes dépossédées, les classes moyennes, les classes... Quand j'utilise dans ma recherche le concept de classe, je fais référence au moment et aux organisations où, sur la base de leurs conditions économiques partagées, les acteurs se réunissent pour devenir des acteurs économiques, des acteurs qui partagent une condition économique, se réunissent pour devenir des acteurs politiques. Et c'est ça que j'appelle classe. Et vous soupirez, mais il y a une littérature abondante qui nous permet de comprendre, en remontant à des relectures historiques comme Edward Palmer Thompson en Angleterre, par exemple, où on comprend la classe non pas comme étant une catégorie économique, mais comme étant un moment sa citation fameuse, c'est la classe est présente à sa propre naissance. Hein. C'est le moment politique qui émerge de la catégorie économique. Ce que j'essaie de faire, c'est pas de trouver la façon dont l'économie crée des acteurs, mais comment les acteurs se créent à travers leurs conditions économiques. Et donc, si on veut comprendre ce que font les capitalistes, dans ce contexte-là, ce que je fais, c'est que je regarde les organisations qui produisent un impact politique, qui n'ont pas... Oui. On devrait dire la classe des activistes, par exemple. All right, maybe we can take a second round of questions if we have some more questions or comments. On va continuer la discussion. Right? Sean also has a follow-up. It seemed like you did. Well, I do, but I think you partly answered it. Because I was going to say, how do you prove that? It's a very positive. I've been a very positivist department in Australia. Always like, how do you prove this? How do you prove this? But there is some validity to that. But I think you pointed at it because you talked about going from a productive to a warehousing economy, based economy. And the only thing I would say is that get the data and demonstrate it. But I think your logic is sound, and it's not. Yeah. Yes, so then maybe we can give the chance to someone at the back there and then come Ouais. back to you. Is that okay? Yeah, please. Donc, en fait, c'est pas mon domaine, mais je serais intéressée. Je ne sais pas si vous avez interrogé, parce que en fait, je trouve ça très intéressant de mettre la focale sur le rôle des élites politiques et de la classe capitaliste. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, par contre, que la classe des travailleurs, elle n'est pas très présente dans votre analyse. Est-ce que vous en parlez un peu pour l'Équateur? J'en ai moins entendu parler pour le Venezuela. Peut-être vous entendre discuter de ça. Puis peut-être par rapport à un événement d'actualité que j'ai vu circuler ce matin sur 6 dirigeants, je pense, d'un groupe pétrolier important au Venezuela qui se sont fait arrêter pour corruption. Peut-être vous entendre commenter aussi sur cette question de la corruption, comment vous l'expliquez par rapport à vos analyses. Est-ce qu'on prend d'autres questions? J'aurais pensé On peut prendre Ben moi, je relancerais la question de l'internationalisation parce qu'à partir du moment où on dit que ce sont des acteurs, que tu as donné ta définition de classe qui se constitue en acteurs politiques, dans l'extractivisme, il y a quand même une classe capitaliste internationale qui se constitue en acteur à l'heure actuelle et qui est quand même assez présente dans les pays que tu étudies. Si je pense à la Bolivie et l'Équateur, peut-être moins le Venezuela. Mais Équateur, Bolivie, c'est des pays qui sont quand même qui subissent lourdement, je dirais, le code minier transnational élaboré par le Canada, notamment. Et donc, il me semble qu'il devrait avoir moyen de capturer, dans une certaine mesure,
Oui. Pour répondre à la première question, oui. Dans la recherche, j'inclus beaucoup plus un suivi parallèle parce que je pense que, comme je l'ai montré dans une citation en 1980 sur la façon dont les Fede Cámaras perçoit les travailleurs comme étant la source, la protection des travailleurs comme étant la source d'un problème économique, il y a vraiment un caractère relationnel là-dedans. La difficulté, c'est dans une présentation d'être capable de garder toutes les cordes attachées. J'ai choisi vraiment de mettre l'emphase sur le côté qui me semble qu'on regarde moins. Mais tu as entièrement raison. Toutes les périodes, les périodes que j'ai sautées où on comprend que l'attitude des élites économiques de devenir de plus en plus en contrôle des outils de l'État et qui lui font perdre sa légitimité tranquillement, mais cette légitimité-là, elle est perdue. On voit la perte de légitimité par l'augmentation des protestations populaires, leur forme, leur action, et ainsi de suite. Et ils sont donc un acteur extraordinairement présent dans ce moment-là. Puis c'est pour ça que je dis que c'est pas seulement quand un des moments importants pour comprendre la privatisation des ressources naturelles dans ces pays-là, c'est pas seulement, c'est aussi de voir qu'il fallait que la capacité d'influence des travailleurs-travailleuses sur l'État, sur le politique, soit atteinte, soit affectée. Et dans les premiers moments de la réémergence de la CONAIE dans les années 90, par exemple, en Équateur, leur revendication inclut justement de s'opposer à la privatisation du pétrole et de demander à ce que la rente pétrolière serve à régler les conflits territoriaux qu'ils ont dans les secteurs ruraux avec les grands propriétaires terriens. Donc il y a vraiment un enjeu où ils sont au cœur de ce débat-là. Le débat sur la redistribution dans un État qui est vraiment alimenté par une rente pétrolière implique aussi ces secteurs-là. Et la particularité des gouvernements de la vague rose, j'insiste là-dessus, on a souvent une lecture qui nous suggère que c'est le résultat de la force des mouvements sociaux qui sont arrivés au pouvoir. Dans des pays comme l'Équateur et le Venezuela, ce que je vois, en fait, c'est pas ça du tout. Les gouvernements de la vague rose, avec ce genre de gouvernement que certains qualifient de populiste, tout ça, je ne veux pas m'étirer trop sur la définition de populiste, mais en fait, sont arrivés à un moment où les mouvements sociaux étaient très faibles, où la protestation sociale prenait beaucoup plus des caractères de protestation anonyme, où on ne sait pas trop quelles sont les organisations qui convoquent les protestations, les moments d'opposition, mais il y a des résurgences à certains moments politiques précis, et c'est donc beaucoup plus dans cette diffusion des organisations, dans cette fragmentation des organisations, qu'il y a des partis qui s'installent au pouvoir avec très peu d'histoire. Le parti de Chavez a été formé 6 mois avant les élections. Le parti de Correa, à peu près 8 ou 10 mois avant l'élection. C'est des moments très rapides où ils saisissent l'opportunité, mais donc, oui, sont centrales dans l'explication, mais pour comprendre le portrait relationnel de ce développement-là, tout à fait d'accord. Sur la corruption. J'ai pas lu la nouvelle de ce matin. La corruption dans le contexte actuel, en passant, en ce moment, le vice-président de l'Équateur est en prison, accusé d'avoir participé à un scandale de corruption. Là, le nouveau mot d'ordre, c'est que les gouvernements de gauche sont plus corrompus que jamais. On va demander à Sean comment on mesure la corruption. C'est toujours embêtant par définition, c'est le phénomène qu'on a de la difficulté à saisir, qu'on a de la difficulté à mesurer, qu'on a de la difficulté à saisir. Je ne pense pas que la corruption devienne un moteur politique fondamental. Je pense qu'il y a, dans une situation comme le Venezuela, où de plus en plus il s'éloigne
il s'éloigne d'un modèle où on s'appuie sur les ténors du keynésianisme, par exemple, pour penser le développement économique. De plus en plus, il y a une réflexion politique sur l'utilisation des ressources de l'État. Et cette utilisation politique-là, elle donne souvent, à bien des égards, des apparences de corruption, même si elle ne l'est pas nécessairement. Au Venezuela, la distribution de la devise est centralisée au sein de l'État, parce que la majeure partie des exportations sont constituées de pétrole, et donc les devises étrangères, c'est l'État qui les contrôle en grande partie et organise la distribution en fonction de critères qui sont politiques. Donc, est-ce qu'on veut distribuer les devises à ceux qui vont importer des médicaments, des aliments, du papier de toilette ou tout ça? Ça, c'est vu comme beaucoup de gens comme étant par essence corruption parce que ce n'est pas les forces du marché qui déterminent la distribution. Mais, évidemment, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus questionnable. Ensuite, est-ce qu'il y a des dirigeants dans les deux pays qui semblent s'en être mis plein les poches pendant qu'ils étaient là? Ben oui. Ça semble être le cas. Oui. Cependant, je ne pense pas qu'eux sont le moteur qui explique le fait que ces gouvernements-là se maintiennent au pouvoir, d'une part. Et voilà. Sur la classe extractiviste transnationale, oui, en fait, oui. C'est-à-dire, il y a des entreprises et la diplomatie canadienne supporte un secteur de ces entreprises-là de façon très, très agressive. C'est moins l'objet de mon étude, mais il y a Todd Gordon et Jeffrey Weber qui viennent de publier un livre récemment qui s'appelle Blood of Extraction, que je vous recommande si vous voulez voir comment l'État canadien supporte cette classe extractiviste transnationale. Mais je reviens sur cette question-là. Donc, ils ont des interventions diplomatiques très, très importantes. Mais je reviens sur la question que la chose, moi, qui m'a énormément surprise quand je suis arrivé au Venezuela, c'est de constater que cette classe extractiviste transnationale avait choisi de se regrouper à part des autres, avec des relations. Donc, ils étaient dans des chambres de commerce qui faisaient partie de Fede Cámaras et ils ont fondé une organisation parallèle qui s'appelle Association Venezuela de Hidrocarburos. Et puis, ils ont accepté dans leur rang, donc là on a des entreprises américaines, mais qui ont accepté aussi des entreprises iraniennes dans leur organisation. Donc, il y a ce rapport de politique-là a créé au sein du Venezuela une transformation de la classe transnationale extractiviste elle-même, si on veut. Les groupes qui représentent ces intérêts-là se sont transformés pour s'adapter à la situation. J'essaie de mettre vraiment l'emphase dans l'accent dans ma recherche sur quelque chose qui, en fait, me semble être qu'on a tendance à vouloir donner beaucoup plus de pouvoir à ces élites extractivistes transnationales qu'elles n'en ont réellement. C'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir énorme, mais si il y avait une unité forte entre les élites économiques nationales et le gouvernement pour discipliner d'une certaine façon ces élites transnationales, je pense qu'elles auraient tendance, si elles ont l'impression de pouvoir faire du fric, de se plier à ces normes-là. J'ai l'impression qu'elles sont avec leur plus faible assise. S'il y a un gouvernement qui est vraiment bien en place, elles vont avoir moins une réaction, aujourd'hui, une réaction politique moins forte que ça pourrait être le cas. Je pense qu'il y a vraiment, ici, on a un moment de transition à cet égard. Comme la nationalisation était possible dans les années 70, aujourd'hui, elle a été possible une renationalisation dans les deux pays, dans un contexte qui était pourtant surprenant internationalement. Et donc, je pense que ça nous informe aussi sur les transformations de ce rapport de force-là. Et sans nier leur existence, je pense qu'il faut les voir aussi comme étant un acteur et non pas l'acteur économique tout-puissant qui détermine tout. C'est un acteur dans un rapport de force complexe, rapport de force complexe qui implique l'État, les organisations populaires au niveau local et les organisations patronales aussi au niveau local. Bon,
C'est 13h30. So we're out of time, but I'd like to say thank you very much again to Thomas for your excellent presentation. And clearly it's sparked a lot of debate. I'm sure there are conversations which can be had afterwards or on the sidelines. You also have a pretty full list there of people who are interested in reading your articles, so congratulations on that. So let's join in welcoming Thomas again. Thank you so much. Thank you for having me here, actually. Thank you very much.